Bonjour Alexis, on est ravis de t'accueillir sur The Innovation and Strategy Blog pour une interview. Alors Alexis, est-ce que tu peux nous parler de qui tu es, de ce que tu fais, de toute la vie, quoi? Écoute, alors, moi, je suis très heureux que tu m'aies invité. On s'est rencontrés il y a déjà plusieurs années, puis je suis ce que tu fais, donc je suis très honoré d'être là avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Euh, Très simplement, en une phrase, c'est que je m'assure que les chiffres soient justes. Donc, que le prix à payer en quelque situation que ce soit juste. Alors après, si on rentre dans le détail un petit peu, j'ai eu de la chance de faire l'ESSEC après une classe prépa. J'ai fait du coup un parcours très, 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 très focalisé sur la finance d'entreprise. Donc, Ouais. j'ai fait du Corporate Finance Track, CFO Track, M&A Track, expertise comptable en cursus ESSEC. Donc, j'ai pris tous les cours de finance d'entreprise de l'ESSEC et je me suis trouvé une passion. Alors, trouver, ça serait un grand mot parce que je pense qu'on me l'a déjà pas mal transmis, cette passion depuis que je suis né. C'est la passion de la comptabilité. Une passion originale. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance parce que vu que personne ne s'intéresse à la compta, j'ai été très rapidement le seul passionné D'accord, dans ma génération. d'accord, très Par contre, bien. beaucoup de personnes un peu plus âgées qui sont aussi passionnées. Et alors, mais peut-être qu'on va s'arrêter sur le tout début de ce que tu as dit, c'est que le prix soit juste, mais juste pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est le prix de quoi? Parce que typiquement, le prix des tomates, moi, c'est ma spécialité. Est-ce qu'on paye le bon prix pour les tomates? Mais toi, c'est pas le prix des tomates, ta spécialité. Mais c'est marrant que tu parles de tomates, parce que le tomaté, on adore en Andalousie. Et j'ai commencé un nouveau métier là ce lundi et je travaille à Orly. Oui, non, mais ok, non, mais c'était pas Attends, pour aller ça là-dessus. arrive. Oui, En fait, Orly, c'est à côté de Rungis. oui, C'est là où ils savent le juste prix des tomates, c'est-à-dire le juste prix, c'est quand on arrive à se taper dans la main. voilà. Mais c'est pas ce prix-là, c'est pas cet objet-là que tu valorises. Donc, tu valorises quel objet? Ah ben moi, je valorise n'importe quel objet. Je valorise juste une entente entre A et B. D'accord. Il me semblait que tu valorisais aussi le prix de start-up, etc. Ah oui, alors après, je ne vends pas que des tomates. Je fais des startups, des PME, des ETI, des sociétés cotées. En fait, c'est la même chose que la tomate. Bon, très bien. Ok. Alors, peut-être aller sur. Tu m'as souvent parlé, en fait, si j'ai souhaité te recevoir, c'était parce que j'ai senti chez toi une connaissance et puis aussi une certaine empathie à la fois pour deux personnes, euh, donc l'entrepreneur et ce qu'on pourrait appeler le family office, qui, si j'ai bien compris, est une organisation qui a pour vocation de gérer la fortune d'une famille ou d'un individu fortuné. Et alors, tu m'as dit que dans le contexte de cette conversation, tu m'as dit que les entrepreneurs pouvaient parfois tomber dans un certain nombre de pièges lorsqu'ils cherchent des financements. Et je voulais que tu me dises quels sont les pièges dans lesquels l'entrepreneur peut tomber. Ok, parfait. Alors, family office, oui, mais c'est un grand terme. Toutes les familles ne sont pas derrière des family office. Je dirais plutôt private investor, enfin investisseur privé avec un entrepreneur. D'accord. Euh, pour moi, alors j'ai une conception assez macro de ces sujets-là. J'adore l'économie, mais je ne vais pas rentrer sur la vision économique, je vais rester factuel. Un entrepreneur, en gros, c'est une famille en devenir ou c'est une famille déjà établie. C'est un nom. Alors généralement, maintenant, les gens mettent plus leur nom pour leur société, mais c'est leur bébé, la société, Mhm. leur bébé professionnel. Oui. Donc l'entrepreneur, il s'accorde corps et âme, et c'est vraiment corps et âme. Donc il y a aussi l'esprit de l'entrepreneur qui s'exprime au travers de la startup. Et il fait monter la sauce de cette société jusqu'à espérer s'inscrire dans un plan de développement. Donc, c'est pour ça qu'on Mhm. parle de start-up. Bah, tu Oui. starts avec ce que tu as au début. Alors, ça peut être beaucoup comme rien. Et puis, tu essaies d'aller up. Et up, généralement, c'est survivre. Et dans la start-up, bah, je le vois avec ça a été un développement significatif de ces dernières années sous le dernier quinquennat, mais même au-delà des considérations politiques. On a quand même une start-up nation qui s'est développée.
Donc, du coup, tu as une ambition d'un entrepreneur, d'une famille en devenir, de devenir énorme et d'être un champion, une licorne. Alors, on parle de licorne, mais en fait, c'est de devenir up, quoi, start-up up. Hmm. D'accord. Le truc, c'est que je sais que tu as fait de la philosophie. Moi, l'entrepreneur d'aujourd'hui, c'est ce philosophe mathématicien très connu qui marche, qui doit voir très très loin et qui finit malheureusement parfois dans un trou. Oui. Et donc, c'est quoi les pièges Ah ouais, financiers dans alors, lesquels peut tomber exactement. l'entrepreneur? Donc, les trous, les pièges financiers, c'est je vais lever des fonds parce que je n'ai pas d'argent personnel. Je m'adresse à des acteurs privés, du coup, des acteurs publics ou quasi privés, comme les banques de financement public, d'innovation. Euh, et en fait, je suis tellement sur le gouffre d'Étretat, c'est-à-dire que je suis sur une phase de déséquilibre pour avancer en avant. Mhm. J'ai besoin impérativement de gagner du temps face à la concurrence qui est internationale et exacerbée. Les Anglais parlent de unfettered capitalism, c'est le capitalisme sauvage, quoi, dans les guillemets. Mhm. Tout le monde réfléchit de plus en plus vite. En plus, on est concurrencé dans le monde entier maintenant. Il n'y a pas de barrière. Donc, je dois gagner du temps. Et si je reste tout seul, je ne peux pas aller assez vite. D'accord. Je lève de l'argent. Et le risque financier, le trou dont je parlais, c'est je vais tellement vite, j'ai tellement d'ambition et je crois tellement vite que mon bébé devient énorme et je n'ai plus la capacité financière ou même managériale de le diriger. Donc, Alors, c'est-à-dire ça, c'est un des pièges, mais il me semblait un autre piège, c'était qu'il acceptait des conditions financières telles que son bébé, pour reprendre ton expression, lui échappait. Il n'en était plus le voilà, propriétaire. c'est exactement ça. C'est-à-dire que si je rentre maintenant dans les termes un peu plus financiers, alors les avocats d'affaires ne cessent d'innover sur les instruments financiers pour réinventer ce qui existe toujours. C'est je lève de l'argent, d'accord? Donc je fais une augmentation de capital. Quand j'augmente le capital d'une société française, donc même une société internationale, au début, tu as 100% d'épargne quand tu crées Bien ton. sûr. Demain, tu as besoin d'argent, tu fais rentrer quelqu'un en capital. La personne apporte 10 millions, toi, tu n'as encore rien gagné. Donc, si la personne apporte 10 millions et toi, que tu avais apporté 1 euro, tu es d'accord avec moi que, sauf s'il y a un pacte d'actionnaires ou des conditions contractuelles spécifiques ou des instruments de quasi-fonds propres ou des trucs non dilutifs, donc là, on peut parler de tous les sujets très techniques, mais si tu ne mets pas de l'ingénierie financière ou actionnariale en place, tu es d'accord que tu perds ton bébé. Oui, Donc, c'est-à-dire que tu poursuis un destin et un projet qui est d'exploser en termes de croissance, mais irrévocablement, puisque tu crois trop vite, ton capital ne t'appartient plus. c'est ça. C'est ça. Alors, le truc, c'est que personne ne s'est construit seul. On est en société, donc il faut quand même travailler avec autrui. Mais moi, ce que je recommande aux familles que j'accompagne, parce que moi-même, je suis issu d'une famille, et on est tous issus d'une famille, c'est que si on a des sublimes euh, behemoths français de l'industrie, donc je ne sais pas, je vais en citer au hasard, mais les plus connus, Bernard Arnault, Bolloré, Michelin, Ribou, Danone, si on entend toujours parler de leur nom, ça veut dire qu'ils ont survécu depuis la création de leur bébé. Et qu'ils ne se sont pas fait avoir par une croissance trop rapide. Alors pourtant, ils croient extrêmement vite. Quand tu vois les double-digit growth dans le luxury, bravo. Mais ils ont réussi à garder les rênes. D'accord. Et alors, une autre chose que tu m'as dit au sujet des family office ou des private, hein, des investisseurs privés, donc fortunés, c'est que pour beaucoup, ils souhaitaient investir dans des startups ou des entreprises pour être, je cite, au contact de l'énergie entrepreneuriale. Donc, j'ai écrit ça. Alors, je voudrais que tu m'expliques un petit peu plus pourquoi ça. Est-ce que tu as des exemples? Oui. Voilà. Alors, je vais te donner un exemple déjà de la vision que moi j'ai de l'économie de marché, c'est-à-dire de l'investissement. On est dans un marché qui est très intermédiaire. Quand on parle de private equity, quand on étudie le private equity à l'ESSEC ou autre part, on apprend que c'est Special Purpose Vehicle, donc c'est un SPV, qui est une entité juridique, qui réunit des intérêts communs
pour investir et quelqu'un a un mandat de gestion pour gérer cet argent et investir dans l'économie réelle. Si c'était que ça veut dire que tu n'as Un intermédiaire. qu'un intermédiaire. Voilà. La réalité, c'est que tu ne peux avoir qu'un intermédiaire comme ça si tu es la famille qui a suffisamment d'argent pour même créer ton propre fonds, ce qu'on appelle un family office. Ouais. D'accord ? Mais la réalité aussi, c'est que même les plus grandes familles, plus elles cherchent des choses intéressantes et grosses dans lesquelles investir, parce que quand tu as 300 milliards d'euros sous gestion, tu n'as plus le temps. On est tous égaux pour une chose dans la vie, c'est le temps. On n'a que 24 heures. Tu ne peux pas passer ton temps à regarder des opportunités à 100 000 euros d'investissement, 20 000 euros, 10 000 euros de business angel. Tu n'as plus le temps. Tu as une manne d'argent à investir, donc tu vas l'investir dans des gens qui vont gérer cet argent et après l'allouer pour avoir une diversification du risque. Donc ça veut dire que là se crée l'intermédiation infinie, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec parfois 30 étages d'intermédiation entre la grand-mère du Texas, qui a fait fortune en vendant des bœufs, et la PME française, qui est détenue par Ardian, ou un autre fonds d'investissement, je ne fais pas de pub, qui est en Sarthe. Et du coup, entre ça, tu as 30 ou 45 étages. Et à chaque étage, tu as quelqu'un qui touche un pourcentage. Même sans travailler, un pourcentage. Bon, j'exagère. C'est un métier de réputation, il ne faut pas se tromper. C'est un one-shot fits it all. C'est un métier de réputation. Donc, tu ne dois pas te tromper, tu ne dois pas faire de perte d'argent à la famille. C'est-à-dire que la famille… Mais ok, ça c'est très clair. J'ai compris le système actuel. Donc maintenant, explique-moi l'histoire de être au contact de l'énergie entrepreneuriale. Alors, ce que j'aimerais, si tu veux bien, c'est que tu partes d'exemples. Oui. Alors, parce que, en fait, si j'ai essayé de poser cette question, parce que tu m'avais cité un exemple, me semble-t-il, c'était la famille Tressenglo, je ne sais plus si c'était ça. Il y avait d'autres familles. Et voilà, des familles particulières. Alors, si tu ne veux pas citer le nom… Non, mais je ne vais pas citer le nom, mais par exemple, je te donne un exemple. Okay, oui. Imagine, je te donne l'exemple d'une famille qui s'appelle Munoz. Oui. Okay, c'est une famille de couturiers et qui faisait de la fabrication de textiles en Espagne. Oui. Okay, bon, il s'avère que leurs descendants ne sont plus couturiers. Oui. Ils peuvent faire de la compta ou n'importe quoi. Oui. Peu importe, ils peuvent vendre des diamants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Généralement, la famille, elle change de métier. Mais cette famille, tu as quand même eu la tradition de dire « Ah bah tiens, on a fait de la couture. » Et parfois, quand tu te balades dans la rue, tu vois « Tiens, bah ça, c'était la façon de coudre de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère. » Donc, tu as une accroche personnelle de famille avec un métier. Ouais. Ce qui est frustrant pour ces familles, c'est de se dire « Attends, mais moi, on a réussi à faire émerger notre bébé, à le préserver ou assurer sa pérennité. Moi, je rêverais de pouvoir retrouver un entrepreneur comme nous qui est sur la même niche de marché et que je pourrais aider parce que nous, on l'a fait depuis 3 siècles. » Et c'est ça, en fait, ce dont je te parlais, c'est que tu as des familles qui sont rattachées à des corps de métier. Moi, je crois beaucoup à l'artisanat familial. Tu as des familles, surtout en fonction des origines, c'est très facile de voir ça. Tu as des gens qui sont forts dans les bijoux, tu as des gens qui sont forts dans les tapis, etc. Et qui ont des connaissances et des traditions de savoir-faire ancestral. C'est-à-dire que ça fait 600 ans qu'ils font le même métier. Et ces familles-là, elles ont de l'argent à investir et parfois, elles veulent retrouver, faute de transmission parfois personnelle, leurs siblings, on appelle ça en anglais. C'est-à-dire qu'ils leur ressemblent. Et c'est là où ils sont intéressés d'investir. Et ça va sur un point de vue philosophique, c'est intéressant pour eux. Et sur un point de vue financier, ça l'est encore plus. Parce que, comme je te disais, sinon, ils se retrouvent au même niveau que la grand-mère américaine et ils ont 60 fois 1,5%. D'accord, donc intéressant. Donc là ce qu'on voit, c'est 2-3 choses. Un, c'est dans le système actuel, il y a beaucoup trop d'intermédiaires. Alors, je ne critique pas le système actuel. Non, mais c'est pour… Il y a… c'est pas une histoire de critique, mais si les personnes envisagent d'autres modalités, c'est bien que les modalités actuelles ne leur conviennent pas complètement. Et ensuite, le second sujet, c'est qu'on aurait une appétence sectorielle, donc le cas de la couture, et on souhaiterait, dans certains cas, être en effet au contact des personnes qui aujourd'hui innovent en matière de couture. Et donc voilà. Et enfin, le dernier sujet que tu viens d'évoquer, c'est l'histoire du rendement.
financier. Dans le cas où on est dans une relation directe, comme on fait l'économie des frais de gestion par les 30 ou 45 étages dont tu parlais, peut-être qu'on a un rendement financier plus intéressant. Tout ça, c'est très bien. Je voulais te poser une question. Tu as un petit peu, on t'en a déjà un peu parlé, mais peut-être en parler de manière directe. C'est quoi les implications en matière de tour de table, de cap table, de partage, on va dire Répartition actionnariale, ouais. C'est ça. Bah, ça veut dire que si tu vas trop vite, c'est-à-dire que si tu as un succès fou en termes de croissance et que tu as besoin d'argent frais, de new money, si tu n'es pas machiavélien, c'est-à-dire un fin négociateur, tu te fais diluer. Donc, c'est-à-dire Voilà. que tu pars d'une paella que tu détiens à 100% et 6 mois après, tu as trouvé un concept fou qui marche du feu de Dieu, tu deviens énorme. Tu as des actionnaires internationaux qui ont plus d'argent que tu n'auras jamais, qui investissent et qui te permettent de croître. L'argent, ça a une valeur. Hein, le partenaire financier, il faut l'honorer parce qu'il croit en toi. Mais par contre, la paella, elle devient beaucoup plus grosse. Mais toi, ta tranche de paella, toute proportion gardée, elle devient extrêmement petite. Bien sûr. Donc ça, quand tu crois trop vite et que tu n'as pas bien négocié forcément tes contrats, tes pactes d'actionnaires, ou que tu n'as pas convaincu tes partenaires financiers de ton projet entrepreneurial et familial, c'est-à-dire que tu crées ta propre maison, maison Oui, de j'ai 20, compris. etc., bah ça, tu te fais voler ta paella. Après, tu as un autre point, c'est que contrairement à la doxa actuelle de la Startup Nation, des licornes et tout, la plupart des familles, on se rend compte qu'elles ont pris leur temps. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne travaille pour des sujets d'investissement uniquement avec des sociétés détenues par leurs fondateurs qui ont moins de 3 ans d'existence et qui sont cash génératives. C'est-à-dire que l'entrepreneur a réussi à résoudre un problème fondamental pour moi, qui est celui de j'ai gagné de l'argent. C'est ça. Et ça, c'est vrai que quand tu arrives avec ce postulat, moi, quand je parle à mes amis qui sont en venture cap, dans de très grands fonds d'investissement, etc., même internationaux et tout, ils me disent, mais Alexis, tu n'as rien compris. Et je leur dis, d'accord. Alors, juste pour être très clair, donc là, on parle de générer du chiffre d'affaires, pas d'être profitable. On est bien d'accord. Ah non, 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 justement, moi, je parle d'être profitable. Ah, d'accord. Cash generative. D'accord. Un cash generative business, c'est un business qui génère de la trésorerie et qui a cash flow. D'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok. Parce que quand Donc, tu regardes, profitable. les levées de fonds, etc., finalement, on dit que la croissance, c'est ultra croissance, c'est des méga growth companies, c'est super. Et c'est de la croissance de ce que tu disais, Guillaume, du chiffre d'affaires. Et c'est génial. Pour grossir, il faut croître. Hein. Le Oui. problème, c'est qu'il y a une question, et ça, on avait fait une conférence là-dessus. Est-ce que C'est pour que croître, les coûts, limite, croissent presque plus vite que le chiffre d'affaires. Donc, en fait, la boîte perd de l'argent. C'est ouais, ça ou pas, ce que tu voulais dire? ben oui, mais c'est surtout, qu'est-ce qu'une croissance durable? C'est-à-dire, si tu veux inscrire ton bébé et ta famille dans la pérennité, est-ce que tu peux rester en vie sans gagner de cash? Hmm. Oui, mais donc, c'est bien que les coûts sont supérieurs aux revenus. Ah, Enfin, bien sûr. C'est-à-dire que oui, les voilà. investissements, tu sais, c'est un peu le Non, mais ok, c'est bon. Ouais, d'accord. Ok. théorème de Smith. Ouais. Ok, très bien. Euh, Bah, écoute, intéressant. Donc, et alors, donc, ces personnes te disent que tu n'as rien compris parce que toi, tu cherches des boîtes qui sont profitables et que ces autres personnes elles-mêmes cherchent des boîtes qui, sans être profitables, ont une ambition de croissance et laissent miroiter que à terme, il y aura encore une profitabilité plus importante que ce que toi, tu peux viser. J'imagine que ces personnes citent le cas de Amazon, qui a fallu une vingtaine d'années pour être profitable et qui l'est maintenant, même s'il n'a pas été au dernier trimestre. Mais bon, ça, c'est une boîte extraordinaire. Ça, c'est, je pense, un exemple que pourraient citer tes amis. C'est le cas ou pas? Oui, il y a tout, même, tu vois, Elon Musk, finalement, c'est un visionnaire. Et moi, c'est ce que je ne suis pas. Moi, je suis dans le présent et le passé. Voilà, c'est ça.
Mais du coup, intéressant. c'est des confrontations d'écoles de pensée parce que je respecte les gens qui sont visionnaires, moi, j'arrive pas. Hmm. Ok, très bien. Euh, alors, pourquoi est-ce que ces family office préfèrent, on en a déjà parlé, mais je repose quand même la question, placer leurs capitaux directement au sein d'une entreprise plutôt que, par exemple, au sein d'une entreprise de capital risque? Alors déjà, en fait, pour tout te dire, c'est parce que maintenant, même leurs conseillers de gestion de fortune privée, qui ont pignon sur rue et sur place, Ouais. en fait, se rendent compte que dans la stratégie d'allocation de leur portefeuille et de gestion des risques et de recherche du rendement, le rendement est présent dans les small and medium family business. C'est pas moi qui le dis, c'est Jack Ma. Il a dit les small and medium family business rule the world. Parce que quand tu te rends compte qu'un small et medium family business, donc une petite et moyenne entreprise familiale, réussit, une marque par exemple, une petite marque, bah dans ce cas-là, tous les grands groupes, tous les grands conglomérats suivent ce first mover advantage. Et on se Hmm. rend compte même d'activités maintenant, ce qu'on appelle de corp venture ou de joint venture, où des grands groupes préfèrent finalement faire des alliances avec ces plus petites sociétés ou ces sociétés en devenir, au-delà du sujet profitable, parce que ça coûte moins cher de faire des alliances que de faire de la R&D en interne. Et finalement, la Hmm. R&D en interne devient quasiment, j'avais dit externalisé, mais c'est pas vrai. Ce sont des intra-entrepreneurs. Alors, j'utilise le Hmm. terme qui est un peu à toutes les sauces, mais c'est la réalité. Ok, très bien. Et je reviens sur les familles, Guillaume, parce que tu m'as posé cette question, excuse-moi. Les familles, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elles se rendent compte que quand elles investissent dans des produits financiers classiques, donc dans les marchés financiers publics, cotés, liquides, ou dans le non liquide, c'est-à-dire le private equity, elles se rendent compte que le marché est tellement saturé, il y a tellement de gens qui veulent apporter de l'argent, Mhm. que les rendements sont de plus en plus tassés. C'est Donc, ça. elles cherchent des nouvelles voies et des nouvelles sources d'eau fraîche où il y a du rendement extrêmement important. Et c'est ce qu'on appelle des opportunités cachées. C'est-à-dire qu'on est sur les dissymétries d'information. C'est-à-dire que le marché n'est pas au courant. Oui, tout à fait, je Ah, vois ça très arrive. bien. Ouais, très clair. Ok, et puis dernière question, un sujet un peu différent. Parmi l'ensemble des personnes que tu as pu rencontrer, quelle est la personne qui t'a le plus marqué et pourquoi? Et j'ai le droit à choisir deux personnes très rapidement. Allez, deux personnes. Et ce n'est pas les mêmes profils. Alors, la première personne qui m'a le plus marqué, ce n'est pas la personne la plus facile avec moi, c'était mon professeur de culture générale en première année de prépa, qui Ouais. m'est humilié sur la première dissertation en me mettant 4 sur 20 en me disant que j'avais rien compris à Rousseau, et qui m'a dit après, Alexis, si j'ai fait ça, c'est parce que l'exigence, c'est le respect. Et j'ai retenu cette phrase et je l'applique tous les jours dans mon métier et avec mes équipes. C'est-à-dire que parfois, on peut être très exigeant, mais ça n'est qu'une façon de respecter l'autre. Quand on est plus exigeant et qu'on ne produit plus de services pour ses clients ou pour ses équipes, c'est qu'on ne les respecte plus. Mhm. Ça, c'est la première personne. Donc, c'est monsieur Blaise Bacofen, comme Blaise Pascal. Il est professeur à l'université de Cergy, maintenant, c'est quelqu'un d'exceptionnel. D'accord. Très, très fort intellectuellement. Bon, ça, c'est philo. Et deuxième personne, moi, je crois que c'est la personne qui m'a le plus impressionné dans ma vie professionnelle, parce que je l'ai rencontré après l'ESSEC. C'est le fondateur de la fondation ESSEC, c'est monsieur Jean Arvis. Voilà. Jean, comment? Jean Arvis. D'accord. Et monsieur Jean Arvis, on ne parle pas de boulot généralement quand on se voit, on parle de la vie. Et il m'a parlé portugais la première fois que je l'ai vu, alors que je suis espagnol et français. J'ai compris exactement ce qu'il me disait. Et je suis complètement baba de la façon dont cet homme a construit son groupe et a construit son histoire. D'accord. C'est le fondateur de, parce que je n'ai pas Alors, entendu, le fondateur de la fondation de l'ESSEC, de la fondation de l'ESSEC. D'accord. enfin, c'est l'un des fondateurs, il n'est pas tout seul. Et surtout aussi, il gère des hôtels dans Paris qui sont absolument exceptionnels. Et puis, il fait plein d'autres choses. Et puis voilà. Super. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Alexis, de nous avoir fait part de toutes tes Voilà. lumières. Merci, Guillaume. Oh, ben, lumière, c'est un grand mot, hein. C'est dur d'apporter la lumière. Voilà. Et écoute, à très bientôt sur Internet ou dans la vraie vie. Et puis voilà. Merci, Guillaume. À Ouais. bientôt. À Salut. bientôt. Ciao.